Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 17 mai et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Françoise Rambaud, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui, à cause d'une infirmité, fait une croix sur sa vie amoureuse et vit une existence sans saveur auprès de la nourrice qui l'a vue grandir et qui ne l'a jamais quittée. Or un beau jour, le destin vient toquer à sa porte. C'est un récit de l'autrice Michèle Nicolai intitulé « Le fantôme mal tué ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous laisse quelques instants pour choisir une position confortable, ajuster votre couverture et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. On laisse ensemble tout le quotidien de côté. On referme la page de cette journée et on déconnecte lentement. Dans un premier temps, on ne va rien faire d'autre que d'être présent, attentif à notre respiration, sans avoir aucune attente. En étant simplement là et en laissant nos pensées s'égarer, dériver. Et lentement se disperser. Observez vos sensations, vos émotions, sans y porter aucun jugement. Soyez attentif à votre position sur le matelas. Au rythme de votre respiration. À votre température. Soyez simplement présent, sans attente. Si des pensées vous viennent, laissez-les se dissiper. N'y portez aucune importance et recentrez votre attention sur votre respiration. Sur votre ventre qui monte et qui descend. À présent, je vais vous demander de penser à une personne qui compte pour vous, pour laquelle vous ressentez de l'amour, de l'attachement ou de la gratitude. Gardez cette personne à l'esprit et continuez de porter votre attention sur votre respiration.
Faites en sorte, comme d'habitude, de vous assurer que vos muscles sont parfaitement détendus, notamment au niveau de la mâchoire, de la langue et des épaules. Portez à présent toute votre attention sur vos deux mains et observez simplement vos sensations pendant quelques instants. Laissez cette sensation remonter lentement le long de vos avant-bras. Jusqu'à vos épaules, votre nuque, et l'ensemble de votre dos. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Depuis bien longtemps, car c'est bien long une vie sans amour, je ne fais plus pipi sur ses genoux. Mais Josette ne s'en est pas aperçue et continue à me traiter comme si elle devait à chaque instant changer mes langes. Elle ne sait même pas, la chère vieille, ce que moi je sais trop bien. C'est que je suis bossu, vilainement difforme, et qu'un bras d'homme ne sera jamais assez long, assez grand, pour étreindre cette gibbosité. Ah, si l'amour pouvait se contenter des yeux, des joues, de la bouche, quelle belle amante je saurais être. Mais il lui faut encore autre chose, et je n'ai rien à lui offrir. Car je l'aime trop en mon cœur, l'amour, pour ne pas désirer que tout ce qu'on lui voue soit beau. Et je vis par habitude, sans envie, et peut-être aussi par complaisance pour le dévouement de cette vieille bonne à qui, il y a 20 ans, maman a confié à ses bras impatients un petit être vagissant qui aurait pu devenir une si belle fille. Ce dévouement est du reste égoïste, comme la plupart des dévouements. Et je suis le souffre-bonté de Josette. C'est toute l'utilité que j'ai. Et j'oublie celles qui ont un mari, des enfants, celles qui ont senti sur leurs joues la poitrine solide d'un homme quand la querelle où gronde tant d'affection renaît entre Josette et moi. Cela a recommencé ce soir-là. J'ai prié Josette de me réveiller à 8 heures. Pourquoi ? Je n'en sais plus rien. Je n'avais sans doute pas de raison. Mon destin est tout réglé. Mais je voulais être réveillé à 8 heures. Josette me fit comprendre qu'une enfant ne doit pas avoir de caprice. Les poings sur les hanches et la gorge houleuse dans un vaste caraco, elle s'est exclamée. 8 heures. 8 heures, pourquoi 8 heures? Enfin, si mademoiselle veut n'en faire qu'à sa tête, qu'elle se débrouille toute seule. Tu sais bien que c'est impossible, lui répondis-je. Il y a le réveil matin. Mais Josette, la sonnerie ne marche plus. Est-ce ma faute à moi si mademoiselle l'a lancée par terre la dernière fois? Enfin, je ne vous réveillerai pas. Personne ne m'a réveillé, ni Josette, ni le réveil. Mais bien avant 8 heures, mes yeux étaient grands ouverts. Je ne dormais plus, et j'avais encore envie de dormir. J'étais désolé de ne plus dormir, et quelque chose me tenait éveillé. Était-ce seulement le désir de faire la nique à Josette quand elle entrerait avec le petit déjeuner, ou ce qui devait venir et que j'ignorais? Et puis je me suis peu à peu assoupi, flottant à la surface du sommeil, comme un linge qui sur l'eau s'imbibe et s'enfonce. J'allais sombrer dans ce lac noir où ne brillent que 2 nénuphars trop blancs quand elle est entrée avec le plateau rituel.
son pot à lait inamovible et le croissant auquel le boulanger sans imagination ne donne jamais une autre forme. Ma mule, une mule rouge minuscule car j'ai de tout petits pieds, vole vers la poitrine de la servante, rate son but cependant large, décrit une courbe rapide, et pirouettant sur elle-même, pénètre avec fracas dans le miroir, qui zigzague un sourire étoilé, et se précipite à terre pour multiplier l'écho au bruit du choc. Josette s'immobilise, écœurée, cherche une réprimande, n'en trouve pas, et s'indigne seulement. 7 ans de malheur. 7 ans de malheur, va, j'ai encore plus de 7 ans à vivre. Le malheur ne s'épuise pas si vite. Je me retourne dans le lit. Et puis, laisse-moi dormir. Dormir. Il est si doux de dormir, même seul. Je dors. Enfin, il est 11 heures, cette fois je m'éveille. Sur ma table de chevet, des fruits, le courrier. Mon bain, en m'attendant, doit jouer à faire de la buée sur les vitres. Je chantonne en regardant la glace cassée. Puis je flaire les lettres avant de les ouvrir, et joint au détective éclairé, j'énonce à haute voix. Celle-là vient d'un officier de marine, haut de 6 pieds, qui fume des goldflakes. Mais c'est vrai, la grosse et franche écriture sur l'enveloppe m'évoque ce voisin qui, chaque année, se repose de ses voyages dans mon verger campagnard sous l'œil de sa mère qui croit toujours le regarder grandir. La dernière lettre que j'ouvre est un faire-part, un mariage. Laquelle de mes cousines, laquelle de mes amis? Je lis. Et toute seule dans ce matin semblable à tous les autres matins, je hurle de joie. Édith se marie. Édith se marie. Josette qui entre grogne. C'est pas trop tôt. Tais-toi, lui répondis-je. Mais elle poursuit sans changer le ton. Il vaut mieux qu'elle n'attende pas un deuxième bébé pour se marier. Est-ce que ça a tant d'importance, Josette? Lui répondis-je. Elle tortille le faire-part dans tous les sens et le déchiffre lentement. En même temps que moi, là-bas, tout au bout de notre enfance, Édith était comme moi une petite fille bien sage. Si sages et ingénues dans ce pays paisible du jeune âge. Et nous vivions la vie qui venait vers nous comme une brise sur nos visages, avec tant de confiance en elle, l'inconnu, qui tissait nos jours. Et quand j'ai compris que je devais renoncer, m'écarter et regarder vivre les autres, que l'amour pour moi était un fantôme, j'ai encore plus aimé Édith, comme si à elle, si belle, si saine, j'avais confié pour qu'elle la défendît ma part de bonheur. Car il faut bien vivre, n'est-ce pas, et cela devient possible seulement lorsqu'on a tué les fantômes. Josette, qui a terminé sa lecture laborieuse, met la main dans sa poche et prononce comme une condamnation. Il y a aussi une lettre de madame. Maman a écrit, à Josette comme d'habitude, parce qu'elle a un peu peur de moi. Maman a 38 ans seulement. Elle est petite, merveilleusement faite, rieuse, adulée. Elle ne supporte aucune contrariété. Et certainement, le destin a dû avoir un instant d'étourderie en lui envoyant une fille infirme. Maman a tout arrangé en vivant loin de moi, à Paris. Ainsi avons-nous pu rester étrangères l'une à l'autre et ne point souffrir. Je connais d'avance les lettres qu'elle envoie. Aussi, je repousse celle que me tend Josette. Ce n'est pas la peine, je suis sûr qu'elle te demande de veiller sur notre pauvre enfant. Oui, répondit-elle. Et puis, elle dit aussi qu'elle a besoin de repos et qu'elle arrive accompagnée de 2 invités. Zut, il lui faut 2 personnes pour se reposer. Et quand vient-elle? Mercredi. Tiens, c'est aujourd'hui. Je pousse un gémissement. Ma vieille bonne continue impassible. Moi j'ai dans l'idée, puisqu'elle vient en auto, qu'elle sera là pour le déjeuner. J'étais si tranquille.
J'avais ce mois de mars tout neuf à moi, et je pouvais rester sous le pommier qui va fleurir, fermer les yeux et imaginer de si jolies choses. J'envoie au diable les invités, et je prends mon bain. Je descends juste à temps pour recevoir les baisers de maman entrecoupés d'exclamations. « Comme tu as bonne mine. Ça va te fatiguer tout ce monde, dit. » De la voiture sort un jeune garçon, grand et blond, qui me serre la main sans paraître me voir, en bafouillant quelques mots, et qui se lance à la poursuite de maman dans la maison. En face de moi, sans que je l'aie entendu venir, se tient un homme. Je ne vois d'abord de lui que ses yeux, et je reste étourdi, incrédule, sans un mot, la bouche ouverte. L'inconnu me regarde avec un sourire amusé, ni méchant ni moqueur, un sourire plein de bonté, mais où ne se dissimule pas l'envie de rire. Depuis que je suis né, je n'ai rencontré que des regards apitoyés, gênés. Mais qu'est-ce qu'il a donc? Mes yeux se remplissent de larmes, et je lui jette. Pourquoi riez-vous? Dites, pourquoi? Vous êtes si drôlement habillée, mademoiselle Françoise. Moi, j'ai des souliers quelconques, une robe de serge bleue faite par Josette, et par là-dessus une grande écharpe en laine dont je m'enveloppe. Et comment voulez-vous que je m'habille, monsieur? Je suis bossu. J'ai crié ces derniers mots. Il rit. Je le vois bien, et après? Mais comment voulez-vous que je m'habille? Si j'étais une grande jeune fille aussi ravissante que vous, avec ses cheveux noirs bouclés et ce teint mat, je mettrais des robes blanches en organdi, des robes de toile bleue, des écharpes assorties, une grande capeline. Si j'avais vos jambes, il n'existerait pas pour moi de bras assez fins, ni de souliers assez délicats. Et ma bosse? Dites, c'est bien assez de l'avoir dans le dos, cette bosse. Alors sortez-la de votre tête. Si elle vous gêne trop, suicidez-vous. Sinon, prenez-en votre parti gaiement. Avoir une bosse, ce n'est pas nécessairement être bossu. Je ne sais que dire. Je regarde l'invité de maman. Il n'est pas très grand, mais harmonieusement bâti. Il me prend le bras et m'entraîne dans la maison, où maman s'affole à la recherche d'un de ses Pékinois. Après le déjeuner, Jean-Claude Saurer, je sais son nom maintenant, et toutes les femmes, paraît-il, le connaissent car c'est un grand couturier parisien, m'accompagne dans le jardin. Nous nous asseyons juste sous le gros pommier. Sur un carnet de croquis, il dessine. D'abord une Françoise tout à fait reconnaissable, puis une belle dame avec une bosse pas très grande. « C'est vous, dit-il, pointant son crayon sur cette dernière figure. À côté, votre grand-mère défunte. » Je le regarde en face. Nous allons bien voir. Il soutient mon regard. Avez-vous confiance en moi? Laissez-moi faire. Nous allons changer cela. Il a en effet tout changé. Il n'y a mis que quelques semaines, le temps pour maman de bouleverser toute la maison, de découvrir avec des cris de ravissement une vieille armoire qui est depuis toujours dans la cuisine et qui va être bien étonnée d'être bonne tiers dans un salon. Le temps pour lui d'aller à Paris, d'en revenir avec une auto remplie de cartons de couleurs si tendres, si fragiles, qu'il donne tout son sens à ce mot, frivolité. Il suffit donc de ces chiffons pour métamorphoser une vie. Il y a un mois, j'étais une bossue triste, économisant la tristesse de son existence près d'une bonne revêche. Mais comme le soleil est clair maintenant, et l'herbe verte, comme il rôde de la gaieté dans le verger. J'ai des robes, des manteaux, des costumes, des fourrures, des souliers plus souples que des gants et des bas féeriques. Je parais plus grande, et mes épaules sont parfaitement dissimulées dans des choses variées, mais toujours jolies. Mais ce qui l'a changé, c'est moi. J'ai envie de courir, de danser. Et pourquoi ne danserais-je pas? Et les gens s'étonnent,
s'indigne presque qu'étant bossu, je puisse rire, sourire, recevoir, sortir, jouer au tennis, et quand il pleut sur les routes glissantes, partir avec mon Amilcar et fuir droit devant moi, en hurlant une chanson pleine de mots de bonheur. Ma vie bourgeonne comme une plante tardive. Maman s'apprivoise et consent à rester plus longtemps. Jean-Claude me regarde avec fierté. Vraiment, Françoise, je ne pouvais pas voir gaspiller de la beauté. Il y en a trop peu par le monde, dit-il. Que la vie est donc magnifique. Bonne nuit. Bonne nuit.